Et bonjour à tous, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 5 mai 2024. Donc, la troisième guerre punique avec Polybe. Donc, cinquième podcast que je fais, le dernier sur les histoires de Polybe. Énorme livre. Aujourd'hui, les guerres impérialistes de Rome en Grèce, en Macédoine, en Afrique, en Asie. L'engin diplomatique de l'Empire romain émergent qui prend en charge officiellement les affaires politiques dans toute la Mare Nostrum. Mare Nostrum, en latin, ça veut dire notre mer. Donc, les Romains prennent possession de la mer Méditerranée. Donc, toute la politique qui se passe autour de la mer Méditerranée va être centrée à Rome. Les États des peuples vaincus par Rome finissent par devenir des provinces. C'est de là que ça vient, province en lien avec l'Empire, les empires. Administrés par des magistrats romains, que ce soit des commissaires ou carrément la même appareil politique que le reste de l'Italie. La confrontation entre la Légion romaine et la phalange grecque, ça c'est un sujet dont Polybe a parlé aussi dans cette partie de restant de livres qu'on a, livres avec des S. Euh, on a des réflexions sur les grands chefs, Polybe éducateur de Scipion Émilien, et l'échec du retour d'Hannibal. Le retour d'Hannibal, c'est un peu comme une télésérie ou une suite de films. Les suites sont toujours moins bonnes. Donc Hannibal essaie de faire un comeback. Ça n'a pas marché. Il a essayé de faire deux comebacks en fait. Ça n'a pas marché. Ensuite de ça, on va terminer avec la chute de Carthage de Delenda Est Cartago. Cartago. Donc, tu sais d'où ça vient ça? C'est une citation de Caton l'Ancien qui, durant un discours enflammé au Sénat, va plaider pour la destruction totale de Carthage. Carthage est à détruire. C'est le slogan politique impérialiste. Donc, c'est de là qui vient le thumbnail de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, je vous rappelle que Polybe a fait sortir beaucoup de débats d'historiens et de concepts philosophiques en lien avec l'histoire. Par exemple, l'histoire universelle. Euh, le fil conducteur des 39 livres, dont on a moins de la moitié des textes, là. Mais le fil conducteur des 39 livres des histoires de Polybe, c'est comment, en 53 ans, euh, Rome est devenue la force hégémonique dans la mer Méditerranée, la mer du Milieu. La construction d'un empire comme dans Star Wars. Donc, je vous rappelle, moi, je me suis rendu compte que, en fait, euh, tant qu'à avoir fait plusieurs trilogies de Star Wars, on devrait en faire une au niveau de la République, l'Empire romain. Dans ces quatre trilogies, il y a trois guerres puniques, trois guerres de Macédoine, une shitload de guerres en Égypte, en Grèce, en Afrique. Euh, Puis, tu sais, tu pourras avoir des acteurs récurrents, comme par exemple les dynastes du règne de Alexandre le Grand, les monarques d'Égypte et d'Afrique qui ont pris la place après qu'Alexandre soit mort, comme Ptolémée en Égypte. Donc, quatre trilogies qui ont un ordre chronologique. Dans la première trilogie, tu as, dans le fond, la première guerre punique, la guerre de Sicile. Donc, c'est quand Rome sort de l'Italie pour la première fois pour se battre contre Carthage. C'est une guerre plutôt maritime. Et donc, ça permet de montrer des choses intéressantes à ce niveau-là. Par exemple, dans le premier film, la première saison, tu aurais la destruction des trois flottes romaines et en même temps, euh,
le vol des... non, c'est ça. La destruction des trois flottes, donc une série de revers par les Romains. Le deuxième volet, c'est les Romains découvrent comment copier les bateaux des Carthaginois et réussissent à les battre tellement bien que dans le troisième, c'est la guerre des mercenaires à Carthage, guerre civile. Et là, tout ça met en place la deuxième trilogie. La deuxième trilogie, c'est la trilogie d'Hannibal. On l'a vu dans un des podcasts, j'ai vu la Deuxième Guerre punique, comment elle a débuté, les trois armées romaines qui ont été décimées, détruites par Hannibal de manière géniale. La traversée des Alpes d'Hannibal avec une armée de plus de 100 000 personnes, avec des éléphants de guerre et tout. La traversée des Alpes en 15 jours, traversée d'un marais de 3 jours, 3 nuits, et des victoires après ça. Ensuite de ça, le troisième film de cette série d'Hannibal se termine évidemment avec la troisième, la plus grande défaite, la bataille de Cannes, la cinquième plus grande bataille de l'histoire recensée, dont on a des traces écrites. La troisième trilogie, c'est la trilogie de Scipion l'Africain, ce qu'on a vu la semaine passée. Donc, le premier film, son histoire son origin story qui commence durant la bataille de Cannes. Ensuite de ça, la prise de le Nouvel Carthage, la capitale logistique de Carthage en Espagne. Le deuxième, la destruction des armées carthaginoises en Espagne. Donc, les deux armées euh, des lieutenants d'Hannibal qui sont défaites en Espagne. Donc, Scipion réussit à kicker les Carthaginois dehors de l'Espagne. Et le dernier, l'expédition de Scipion l'Africain en Afrique pour défaire Carthage. Et là, on est rendu là. On est rendu à la quatrième trilogie, la troisième guerre punique, qui est la construction de l'Empire. La construction de l'Empire romain, donc, je vous rappelle, on a plusieurs familles qui s'assemblent ensemble. Ça fait une communauté ou une ecclésia, une église. Plusieurs communautés ensemble, tu réussis à former une ville. Plusieurs communautés, plusieurs villes ensemble, tu peux faire une nation. Plusieurs nations ensemble, ça fait un empire. That's it. C'est ça le changement d'échelle. Donc, un empire, c'est plusieurs nations qui s'assemblent à travers un État fédéré ou confédéré. Ça peut être centralisé ou décentralisé. Et donc, on va voir aujourd'hui comment les Romains, par diplomatie et par la guerre, ont annexé des nations, plusieurs manières différentes, plusieurs niveaux différents. Mais comment ils ont annexé ces contrées-là et pour construire leur empire. On est rendu au livre 16. Là, je vous dis en passant, les 900 premières pages du livre de 1300 pages viennent des 15 premiers livres des 20, sur 29, sur 39. Donc, on a presque rien de la deuxième partie. Donc, après la Deuxième Guerre punique, on a presque rien des fragments. Donc, probablement que le podcast va être un petit peu plus court que les autres de cette série-ci. Donc, livre 16, Macédoine, on a une guerre enneigée en Asie mineure. Philippe, le Philippe de Macédoine, descendant d'un autre Philippe et d'Alexandre, qui se monte une flotte en 201 avant Jésus-Christ. Et on a des conflits contre Attal et les Rhodiens. Philippe contre Attal et les Rhodiens. Philippe va encore faire des sacrilèges de temple. On a aussi Philippe qui va faire un pacte secret avec Antiochos III pour s'en prendre aux jeunes Ptolémée V Épiphanès
pour essayer de séparer son royaume d'Égypte, les possessions des Lagides autour des îles méditerranéennes vont être intégrées par Philippe et Antiochos de même. Et là, Philippe va vivre une énorme bataille navale qu'on va appeler la bataille de Chios. Gagnée par Philippe officiellement. Pourquoi on dit gagner officiellement? Parce que c'est lui qui va permettre aux adversaires d'aller revenir chercher les cadavres de leurs citoyens qui sont allés se battre, de leurs soldats. Donc, en général, la personne qui accepte que le camp adverse vienne sur le champ de bataille pour ramener les cadavres, c'est la personne qui gagne. Mais, il a perdu beaucoup de ses forces navales dans cette bataille-là. C'est une bataille qui a été séparée en deux. Il s'est battu d'un côté contre Attal, puis de l'autre côté contre les Rhodiens. Dans le monde, il y avait très peu de stratégie militaire navale. C'est un peu comme Hannibal au niveau de la guerre sur Terre. Si à cette époque-là, tu as un génie militaire naval qui apparaît, il aurait pu gagner ça les doigts dans le nez, les mains attachées dans le dos parce qu'ils font plein d'erreurs. Ils font plein d'erreurs. C'est comme les Romains durant la Première Guerre punique. On s'en va maintenant en Grèce, toujours en 201. En Grèce, on a un tyran à Sparte qui se bat contre les Messéniens. Il s'appelle Nabis. J'en ai parlé la semaine passée. Nabis, un grand tyran qui avait une machine de torture. Et dans ce chapitre-là, on a des remarques sur les historiens qui falsifient les faits à des fins partisanes. Par exemple, Zénon, qui falsifie des faits au niveau de Nabis et des Messéniens en ajoutant des effets de style et des incohérences chronologiques selon Polybe. Mais Polybe, on se rappelle, c'est un politicien qui appuie la plupart de ces informations de faits infalsifiables parce qu'il avait les preuves à l'époque, il avait les documents. Bon, quelques exceptions près. Par exemple, je pense que les Messéniens, ils les aiment pas. Polybe, donc il est un petit peu tough aussi. Je vous rappelle, très important de cliquer sur j'aime et de partager le podcast pour me permettre de continuer mon travail. Venez vous abonner sur mes chaînes, yanrojdi.com. J'ai un infolettre, Substack, yanrojdi.substack.com. C'est gratuit. Sauf que maintenant, j'ai commencé à mettre mes podcasts aussi sur le Substack. Donc, si vous avez payé le 5$ par mois, un café par mois, vous allez pouvoir aussi regarder les podcasts sur Substack. Vous pouvez vous abonner aussi sur YouTube. Vous pouvez envoyer des dons d'autres manières par virement Interact, yann.rojdi@gmail.com, par GiveSendGo, la révolution culturelle avec Yann Rojdi, par Bitcoin. Et dans tous les cas, je vais vous donner accès à mon site web, yannrojdi.com. Tous les liens sont dans la description du vidéo. Et merci à François Aubé Construction, le patricien qui continue à rendre mon travail possible. Je vous rappelle, j'ai de la misère à couvrir mes frais fixes depuis un an maintenant, depuis avril 2023. Et là, je peux même plus sortir. J'ai de la misère à sortir. Faut qu'on m'aide pour aller me changer les idées, aller écouter de la musique ukrainienne, par exemple. Donc là, on est rendu en 200, toujours en 201, 202 en Égypte. On a terminé la semaine passée avec le massacre d'Agathoclès, où toute sa famille a été trucidée par la foule. Et le leader qui s'appelait Tlépolémos, qui a fait un soulèvement populaire pour appuyer le roi Ptolémée, qui était tout jeune enfant, kidnappé par Agathoclès. On est rendu là. Il y a un schisme entre le nouveau leader populaire militaire Tlépolémos et le vice-roi Zosibios, qui était l'allié d'Agathoclès. Page 922. Tlépolémos était encore jeune quand il prit en main le gouvernement de l'Égypte.
D'autre part, toute sa carrière s'était jusque-là passée dans les camps, parmi les prestiges de la vie militaire. Aussi par nature arrogant et avide de gloire, d'une façon générale, il montra dans la conduite des affaires beaucoup de qualités, mais aussi beaucoup de défauts. Pour commander les armées, pour commander des armées en campagne et diriger des opérations, il était fort compétent. Il était aussi courageux et il avait le don de sympathie dans ses rapports avec ses soldats. Mais lorsqu'il s'agissait de traiter des affaires complexes, de celles qui demandent une attention soutenue et de la pondération, notamment dans l'administration des fonds publics et d'une façon générale quand il fallait faire rentrer de l'argent, il était tout à fait incapable. Il connut ainsi bientôt des déboires et qui plus est, il affaiblit le royaume. Devenu maître du trésor public, il passait le plus clair de son temps à faire de la boxe ou de l'escrime avec des jeunes gens. Son temps qu'à la suite des il passait le plus clair de son temps à faire de la boxe ou de l'escrime avec des jeunes gens, qu'à la suite de ces jeux, il invitait à des beuveries. Presque toute son existence était occupée de cette façon et dans ce genre de compagnie. Durant le temps qu'il réservait aux audiences, il distribuait, ou pour dire les choses telles qu'elles étaient, il dilapidait l'argent du roi en la prodiguant aux ambassadeurs venus de Grèce, aux artistes de Dionysos et surtout aux officiers et aux soldats qui se trouvaient à la cour. Bref, il était incapable de refuser et à toute personne qu'il avait su lui plaire, il offrait sur le champ une somme dont il fixait le montant selon sa fantaisie. Et avec le temps, le mal suivant sa pente naturelle ne faisait qu'empirer. En effet, tous ceux qui, alors qu'ils ne s'y attendaient pas, avaient bénéficié de sa munificence, renchérissaient sur la flatterie à son adresse par reconnaissance pour sa générosité passée dans l'espoir d'autres largesses à venir, et quand l'Épolémos apprit que tout le monde chantait ses louanges, qu'on lui portait des toasts dans les beuveries, qu'on le célébrait dans toute la ville par des inscriptions sur les murs, ou par des impromptus récités par les chanteurs, sa vanité devint extrême, son infatuation alla croissant, et il multiplia les largesses aux étrangers et au personnel de l'armée. Cette conduite mécontenta les gens de la cour, qui commencèrent à critiquer tous ses actes et à trouver son arrogance insupportable, alors que, par comparaison, leur admiration allait à Sosibios. On estimait en effet que ce dernier gouvernait le jeune roi avec une sagesse au-dessus de son âge et que dans ses rapports avec les gens du dehors, il se comportait de façon à mériter la confiance qu'on avait mise en lui. Il avait en effet la garde du sceau royal et veillait sur la personne du roi. Ce fut vers ce moment-là que Ptolémaios, fils de Sosibios, revint de son ambassade auprès de Philippe. Donc le fils de Sosibios va être jaloux de la gloire de Tlépolémos et donc il va y avoir un schisme entre les deux. Donc une histoire de vice-roi. On est rendu en Syrie en 201, juste à côté. On a un fragment de Polybe sur la loyauté des gens de Gaza. J'ai trouvé ça intéressant de relater ce petit fait-là. Les gens de Gaza qui ont résisté depuis plus de 2000 ans devant les invasions perses, macédoniennes d'Alexandre, devant l'hégémonie du dynaste grec de la dynastie Ptolémée. Et ensuite de ça, on peut rajouter, après la mort de Polybe, on peut rajouter donc la résistance devant les Romains, la résistance devant probablement les Mongols, les barbares musulmans. Ensuite de ça, les Anglais. Ça, c'est plus durant la période pré-guerre mondiale. Ensuite de ça, la résistance devant Israël. Donc, Gaza résiste à l'envahisseur depuis plus de 2000 ans. C'est un fait intéressant à relater. Ensuite de ça, on est rendu en 200. Les affaires en Italie. Scipion l'Africain qui rentre de l'Afrique à cette année-là. En Macédoine, en Grèce, 201-200, c'est la date du début
de la construction bureaucratique de l'Empire romain. Donc, le début de la politique de l'impérialisme romain peut être daté à peu près à cette année-là, 200-201. Donc, on a des missions de 3 ambassadeurs qui sont envoyés, une mission de 3 ambassadeurs envoyés en Philippe pour exercer des pressions politiques dans sa guerre euh, en Grèce. Ensuite de ça, les mêmes ambassadeurs vont être envoyés vers Antiochios pour évidemment faire aussi des pressions politiques. Ça, c'est à la demande donc du roi Attal et des Rhodiens, qui sont à cette époque-là les alliés de Rome. Philippe ne pliera pas devant cette ambassade-là et il va rentrer en campagne, nouvelle campagne en Afrique et en Thrace. Donc, le Macédonien qui va essayer de prendre de l'expansion. Très intéressant. Chez les Achaïens, ça c'est en Grèce, on a un nouveau stratège qui s'appelle Philippe Émène, j'en ai parlé la semaine passée. Il rentre en conflit contre Nabis, 201-200. C'est lui qui avait fait la réforme militaire de la Confédération achaïenne avec beaucoup de succès. On a des détails après le système d'entraînement. Il y a dans les fragments de Polybe des détails sur le système de mobilisation des citoyens et des militaires grecs de la Confédération achaïenne par Philippe Émène. Donc, c'est un système de courrier qui est préorganisé avec des endroits stratégiques où les gens doivent se rassembler. C'est ce qu'on appelle, en termes de 21e siècle, un système stratégique de Rapid Response Team. Donc, un système qui permettait de lever rapidement des troupes devant un envahisseur. Livre 17, on a pas de fragments. Ça, c'est l'année 200 jusqu'à l'année 198. Les Romains entrent en campagne contre Philippe pour le dégager de la Grèce. C'est à peu près tout ce qu'on sait. Livre 18. En Macédoine, en Grèce, 198-197. Première négociation de paix entre Rome et Philippe. Les deux côtés vont refuser d'aboutir à la paix. Et Philippe va continuer les pillages. Après ça, il va recommencer à faire des concessions aux Romains après une coupe de victoires. La réponse des Romains, c'est donc de rendre toutes les nouvelles possessions de Philippe en Grèce et de sortir de la Grèce pour revenir en Macédoine. Donc, on a un cul-de-sac diplomatique entre les ambassadeurs romains et Philippe. L'ambassadeur, non, pas les ambassadeurs, le consul romain et Philippe. Le consul romain va suggérer à Philippe d'envoyer un ambassade à Rome. Donc, c'est à ça que ça aboutit. Après, je vous ai dit 201-200. Là, on est rendu 3 ans plus tard. Pendant à peu près 2-3 ans, il se passe quelques escarmouches guerrières. Et là, après que Philippe ait témoigné vouloir négocier avec Rome, le consul, en voyant que lui, il n'a pas les pouvoirs pour négocier à ce point-là sur les détails, il dit envoie une ambassade à Rome. Donc, c'est là que on construit par les actions la politique impérialiste romaine. Le Sénat devient à ce moment l'endroit où les conflits vont se disputer et même commencer ou se terminer. À ce moment-ci du récit, on a une digression de Polybe sur la trahison, en parlant des Grecs, de leur rapport à la liberté et leur rapport face à l'hégémonie romaine, macédonienne et étrangère. C'est compliqué. Pour les Grecs, les Macédoniens sont pas grecs. Pour les Macédoniens, ils sont grecs. Premier niveau. Deuxième niveau. Est-ce qu'on accepte de se soumettre sans tergiverser devant les Romains?
Ou est-ce qu'on se soumet aux Romains avec un astérix en disant on attend notre moment pour se soulever. On va rester neutre dans certains conflits au cas où l'opposant de Rome gagne contre les Romains et qu'on puisse ainsi gagner notre liberté. Et ensuite de ça, face évidemment aux barbares et aux peuples qui sont étrangères aux Macédoniens et aux Grecs, euh, ben, souvent les Grecs vont préférer avoir de l'aide des Romains et des Macédoniens pour se battre. Donc c'est compliqué, les étrangers et les Grecs. Page 957. Il est donc difficile de dire avec précision quels sont les hommes qu'on peut, à juste titre, taxer de trahison. Mais on serait sans doute très près de la vérité en réservant cette accusation à ceux qui, dans les situations critiques, pour assurer leur sécurité ou leur avantage personnel, ou encore pour abattre leur adversaire politique, livrent leur cité aux mains de l'ennemi. À ceux aussi, sans aucun doute, qu'ils accueillent une garnison et se font appuyer par des troupes étrangères pour mener à bien des entreprises inspirées par leurs ambitions particulières, livrant ainsi leur pays à la domination d'un État plus puissant. Tous ces gens-là, on est en droit de les classer parmi les traîtres. Donc, en Occident, nous sommes gouvernés par des traîtres depuis des décennies maintenant. Du reste, on n'a jamais vu qu'une telle conduite leur eût rapporté quelque avantage ou quelque honneur réel, et ils en ont tout au contraire pâti, comme chacun sait. On est donc amené à se demander ce que ces individus espèrent et sur quel calcul ils se fondent quand ils s'engagent dans une voie aussi malheureuse. Jamais on n'a pu livrer une ville, une armée, une forteresse sans être découvert, et même si l'on a pu, sur le moment, rester dans l'ombre, le temps a finalement démasqué le coupable. La chose, une fois connue, aucun jamais n'a pu mener une existence heureuse, et les traîtres subissent généralement, des mains même de ceux auxquels ils ont rendu service, le châtiment qu'ils méritent. Les généraux et les souverains ont souvent recours à leurs services, parce qu'ils leur sont utiles, mais une fois qu'ils n'ont plus besoin d'eux, comme le dit Démothène, ils ne voient plus en eux que des traîtres et considèrent à très juste titre qu'ils ne peuvent en aucun cas compter sur le dévouement et la loyauté d'hommes qui ont livré aux ennemis leur patrie et leurs amis d'antan. Et à supposer que ces gens réussissent à s'en tirer de ce côté-là, il reste bien difficile pour eux de se soustraire à la vengeance de ceux qu'ils ont trahis. Et si enfin ils échappent à ceux-là aussi, la réputation qu'ils se sont acquise aux yeux du reste des hommes reste attachée à leur vie durant et leur fait éprouver nuit et jour toutes sortes de craintes, justifiées ou non, et elle constitue un encouragement et une caution pour tous ceux qui leur veulent du mal. Enfin, même pendant leur sommeil, elle les empêche d'oublier la faute qu'ils ont commise en les forçant à rêver à toutes sortes de complots et de mésaventures, tant ils sont conscients de la réprobation et de la haine qui les entoure de tous côtés. Et pourtant, à de rares exceptions près, chaque fois qu'on a eu besoin des services d'un traître, on en a trouvé un. On serait normalement tenté d'en conclure que l'homme qui passe pour le plus ingénieux des animaux peut, à bien des points de vue, être considéré comme le plus sot. Les autres animaux, qui sont esclaves de leurs besoins physiques, ne commettent d'erreur que lorsqu'ils cherchent à satisfaire ces appétits-là. Les humains, au contraire, qui se flattent d'être doués de jugement, se fourvoient parce qu'ils raisonnent mal, tout autant qu'en obéissant à leurs instincts naturels. Mais en voilà assez sur cette question. C'est intéressant, des petites réflexions comme ça. Tu ne peux pas faire confiance à un traître. Dès le moment où tu n'as plus d'utilité envers un traître,
éloigne-toi du traître. C'est ça que ça veut dire. Leçon de Polybe. On a une rupture des négociations après l'ambassade envoyée à Rome, l'ambassade Philippe à Rome. Et ensuite de ça, Philippe va essayer de faire un nouvel ami qui s'appelle Nabis, le roi de Lacédémonie, des Lacédémoniens de Sparte. Et il va donc donner à Nabis la ville d'Argos. Puis, Nabis et les Lacédémoniens vont revenir dans le giron romain. Ils vont retrahir Philippe. C'est intéressant. Et là, le consul romain s'appelle Flamininus. C'est lui qui gère depuis le début l'histoire des... comment qu'on pourrait dire? Des tensions en Grèce. Et il va donc repartir en campagne en Grèce avec plus de troupes que Philippe. Il va se ramasser avec 32 000 troupes romaines et des éléphants de guerre. Ça va marcher parce que Philippe il a seulement été capable de rassembler 25 000 troupes. Flamininus va réussir à battre assez facilement Philippe. Et ce moment précis, on est rendu entre 198 et 197, c'est la première grande bataille avec plusieurs dizaines de milliers de troupes où la phalange grecque et les légions romaines s'affrontent. Très intéressant, hein? Donc, première digression de Polybe, c'est sur la différence entre les pieux romains et les pieux grecs. Premièrement, je vous rappelle, les Romains, tout dans l'armée romaine est standardisé dans le sens que si tu prends une légion ou une autre légion, tu serais censé pas voir de différence sur le champ de bataille. Ils séparent leurs troupes à chaque année, un peu comme l'équipe de ballon chasseurs. Donc les tribuns, les consuls, les centurions sont sélectionnés en égalisant les forces. Et donc, tout l'entraînement du légionnaire est standardisé jusqu'à la construction du pieu et la construction de la palissade et la construction du camp. Tout est standardisé. Ce qui fait que tu as vraiment une différence entre les pieux romains et les pieux grecs. Donc, les pieux romains, ils le font tellement bien et rapidement qu'ils sont capables d'en transporter plus avec eux que les Grecs. Surtout que les Grecs, ils ont des... comment ça s'appelle? Des saris qui vont entre 5 et 7 mètres 30 cm, 7,3 mètres. Ce qui fait que transporter ta saris avec de 6-7 mètres, plus des pieux, plus ton pas de sac, ça commence à être compliqué, tandis que les Romains, comment ils préparent leurs pieux, ils peuvent en transporter. Pourquoi ils ont besoin de transporter des pieux? Parce que l'armée contre laquelle ils se battaient de Philippe était très mobile, donc ils voulaient être prêts en cas que la cavalerie adverse arrive. Donc, quand tu as des pieux avec toi, tu peux arrêter une charge de cavalerie très facilement, même si tu n'as pas de phalange comme les Romains avaient. Premier truc. La deuxième différence, c'est entre la palissade romaine et la palissade grecque. Donc, transporter des pieux permet de construire une palissade plus rapidement. Pour le camp romain, plus rapidement. Le camp, la palissade sert à empêcher une charge ou une charge de cavalerie, une charge d'infanterie, une charge de cavalerie. Et une palissade bien construite devrait être impossible à enlever rapidement par une ou deux personnes. Ça veut dire, durant la nuit, des personnes qui sont bien intelligentes, des équipes clandestines, les meilleurs soldats adverses vont se rapprocher du camp et ils vont observer ce qui se passe. Et là, pendant la nuit,
une ou deux personnes pourraient faire des brèches dans toute la palissade s'ils sont capables de tirer les pieux. Et là, le pieu romain, les Romains font exprès de laisser des branches sur un travers. Et là, quand ils le plantent dans terre, t'as un gros morceau qui est planté dans terre, plus sur le côté, plusieurs autres pieux. Et là, tous ces pieux-là sont enchevêtrés. Les Romains apprennent ça à leurs légionnaires, d'enchevêtrer leurs pieux pour que ainsi ça soit un genre de tissu de pieux. Tandis que les Grecs, eux, font juste planter une ligne de pieux. Ben, la ligne de pieux, si tu tires dessus, tu peux faire des brèches. Tandis que les Romains, si tu tires sur un pieu, il est enchevêtré dans d'autres. Donc, c'est comme si tu étais en train de tirer 5, 6 pieux en même temps. Et à 2 personnes, à 3 personnes, tu ne seras pas capable. Et c'est comme ça. Ça, c'est les premières différences entre l'armée romaine et l'armée grecque. Mais la grosse différence, évidemment, on veut voir c'est quoi le résultat sur le champ de bataille de la phalange contre les manipules et les autres tactiques de combat romains. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Probablement qu'à un moment donné, je vais en lire un pour en faire une recension. Page 969. Ça, c'est quelque chose que Polybe avait annoncé au 6e livre, qu'il allait parler du parallèle entre l'armement des Romains et celui des Macédoniens. Ainsi qu'entre les formations de combat adoptées par les uns et les autres, afin de montrer en quoi ils diffèrent soit en mieux, soit en pis. Je m'efforcerai maintenant, en m'appuyant sur les faits eux-mêmes, de tenir ma promesse. Il est apparu autrefois à l'expérience que l'ordonnance de bataille des armées macédoniennes l'emportait sur celle des Asiatiques et des Grecs, et que celle des armées romaines était supérieure à celle de tous les peuples d'Afrique et d'Europe occidentale. Or, de nos jours, on a pu voir plus d'une fois se mesurer l'armée, armée contre armée, et soldats contre soldats, les Romains et les Macédoniens. Il me paraît donc utile et louable de rechercher ce qui différencie les deux types d'armées et en quoi la supériorité qui a valu aux Romains de triompher sur les champs de bataille, cela afin qu'au lieu de faire comme les sots, qui ne sachant parler que de la fortune, vantent absurdement le bonheur des vainqueurs, nous puissions, en pleine connaissance de cause, accorder au commandement nos éloges et nos admirations raisonnées. Donc, tant que la phalange se maintient dans la formation qui lui est propre, donc tant que la phalange a le temps de se placer en phalange, la phalange va être supérieure. Et là, ça, c'est très difficile. Avec toute sa puissance de choc, il n'est d'aucune troupe qui puisse lui résister de front et ne pas reculer sous la pression. C'est là un fait qui s'explique par bien des raisons. Quand la phalange se trouve en ordre serré, prête au combat, chaque homme occupe avec ses armes un espace de 3 pieds. La sarisse, pour laquelle on avait prévu à l'origine une longueur de 16 coudées, a été, pour répondre aux besoins réels, raccourcie à 14. 14 coudées, c'est 5 mètres, 6 mètres et demi à peu près. 12 coudées, 5 mètres et demi. Donc, à l'époque d'Alexandre, il était à 12 coudées. À l'époque de Philippe, 14 coudées. Des 14 coudées, tu enlèves 4 coudées pour... une coudée, en passant, c'est un pied et demi. Donc, 14 coudées, c'est 21 pieds. C'est long, c'est long. Et là, tu enlèves 4 coudées. Donc, tu enlèves 6 pieds pour... Ça, c'est la portion de la hampe entre les deux mains du porteur. Et là, souvent, derrière l'endroit où tu places tes mains, il y avait un autre bout que tu n'utilisais pas. C'était un contrepoids pour être plus facile de manier ta sarisse. Donc, tu pouvais enlever encore de là à la partie faisant arrière, le contrepoids.
Donc, tu pourras enlever 4 coudées en tout. Il est donc évident que la sarisse doit porter 10 coudées en avant de chacun des hoplites. Donc, grossièrement, à peu entre 10 et 11 pieds de lance devant la ligne de la phalange. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et là, ça veut dire que si tu as 10 coudées, 11-12 pieds, qui dépassent le hoplite, qui dépassent le soldat, ça veut dire que tu as plusieurs rangs de la phalange qui envoient leurs saris en même temps, à la même place. C'est pour ça qu'il n'y avait pas besoin de bouclier. Donc, ça veut dire que tu as jusqu'à 5 rangs qui vont traverser le premier rang. Donc, 5 saris qui vont traverser. La dernière, la cinquième, va traverser de 2 pieds. Et là, à ce niveau-là, au premier rang, donc tu as la ligne de bouclier et les 5 saris à chaque fois. L'écu s'appuie sur l'écu, le casque sur le casque, le guerrier sur le guerrier. Chaque homme du premier rang pointe 5 saris. Toute une phalange disposée sur 16 rangs de profondeur se lance à l'attaque et on mesure toute la puissance du choc d'une telle troupe. Les hommes alignés au-delà du 5e rang ne peuvent pas utiliser leur saris pour porter les coups à l'ennemi. C'est pourquoi, au lieu de les abaisser chacun à l'horizontale, ils les tiennent la pointe en l'air, mais en les inclinant sur les épaules des soldats qui sont devant eux, parce qu'il est incapable ainsi de bloquer les projectiles adverses. Donc, tu pouvais bloquer des projectiles de fronde ou bedon, des flèches d'arc. C'est intéressant. Toutes ces hampes dressées les unes à côté des autres arrêtent les projectiles qui, passant au-dessus des premiers rangs, pourraient venir tomber sur les hommes massés derrière eux. Ceux-ci, d'autre part, par le simple poids de leur corps, exercent sur les rangs qui les précèdent une pression qui, lorsque le heurt se produit, accroît la violence du choc et ôte aux hommes de tête toute possibilité de faire volte-face. Telle est donc la disposition de la phalange, tant pour ce qui est de la troupe entière que pour les éléments qui la composent. Il nous faut maintenant indiquer les particularités de l'armement des soldats romains et de leur formation de combat afin de faire par comparaison ressortir la différence. Le soldat romain, avec ses armes, occupe lui aussi un espace de 3 pieds, mais au combat, chaque homme effectue ses mouvements indépendamment des autres parce qu'il doit couvrir son corps avec un bouclier oblong qu'il tourne chaque fois du côté d'où vient le coup. Et parce qu'il manie une épée avec laquelle il frappe aussi bien d'estoc que de taille. D'estoc de taille. Il est donc clair qu'il faut lui laisser de la place et qu'il devra être séparé de son voisin et de celui qui vient derrière lui par un espace d'au moins 3 pieds, si l'on veut qu'il puisse s'employer comme il faut. Par conséquent, un seul soldat romain aura à faire face à 2 phalangites du premier rang et se heurtera dans son avance à 10 saris. Or, une fois le contact établi, le temps manquera pour qu'il puisse à lui seul les briser et il ne lui sera guère facile non plus de se forcer un passage en les écartant, d'autant plus que les soldats venant derrière ne sont d'aucune utilité à ceux du premier rang, puisqu'ils ne peuvent ni accroître leur puissance de choc, ni donner plus de force à leurs coups d'épée. On voit donc sans peine que, comme je l'ai dit au début, nul ne peut résister de front à la phalange tant que celle-ci conserve la formation et la puissance de choc qui lui sont propres. Mais le problème, c'est que la phalange doit avoir le lieu parfait, le moment parfait, la ligne de front parfaite, l'avance parfaite pour être parfaite. Dans une expérience, dans un laboratoire de guerre,
la phalange va marcher à tous les coups. Mais quand vous faites une phalange dans un grandeur nature, premièrement, vous êtes dans le bois, ça marche pas. Tu t'enfarges dans les racines, je l'ai essayé. Tu te pètes la gueule, donc ça sert à rien une phalange dès que le terrain est accidenté, dès que tu as des fossés, dès que tu as des branches, dès que tu as une forêt, dès que tu as un marais, dès que tu as trop de collines. Donc dès que le front n'est plus une ligne, ça ne marche pas. La phalange ne peut qu'avancer ou reculer. En général, quand la phalange recule, t'es rendu en retraite et poursuivi. Quand t'avances, tout va bien. Et en général, quand une phalange se bute à une autre phalange, il y en a une qui gagne, il y en a une qui passe. That's it de moment. Donc, à la guerre, le moment et le lieu où l'action s'engagera ne peuvent être déterminés à l'avance, alors que pour lui permettre de donner toute sa mesure, il faut à la phalange son moment et son terrain, l'heure et l'endroit qui lui conviennent. Dès que tu as la capacité de te dérober à une phalange pour l'attaquer de flanc ou de derrière, tu vas gagner. That's it, that's all. Donc, malgré l'infériorité numérique du légionnaire de front face à la phalange, il y a juste à reculer en manipule de manière ordonnée pendant que le reste de l'armée romaine chasse de front la phalange, et c'est ainsi que les Romains ont battu Philippe. C'est pourquoi la légion est supérieure à la phalange. Donc là, on a déjà des principes de stratégie militaire qui sont très bien explicités par Polybe avant qu'on ait des Clausewitz qui écrivent des livres sur la guerre. Ce qu'on appelle les impondérables. Donc, pour que la phalange soit prête, le terrain doit être nu. On doit avoir un moment de préparation. On doit avoir une ligne continue. Et la phalange ne doit qu'avancer. Si tu remplis toutes les conditions, la phalange est imbattable. Philippe essaie d'acheter la paix à Flamininus. Grosse erreur de Philippe. Donc, Philippe vient de manger une volée. Et là, il décide de flatter l'ego de Flamininus et il essaye d'essayer de le corrompre en l'achetant avec du cash. Malheureusement, à cette époque-là, les Romains avaient la morale des Romains. Et la morale romaine, c'était une morale hautaine avec la guerre, les principes de guerre juste. Et donc, acheter un consul, c'était clairement vu par le consul comme une marque un manque de respect. Donc, évidemment, à chaque fois que ça arrive, les Romains font la leçon à la grecque qu'ils appellent. Dans ce cas-ci, c'est Flamininus qui va faire une leçon à la grecque. Deux autres exemples de Romains qui ont des morales romaines. Paul Émile, vous connaissez peut-être. Le nom en latin, c'est Aemilius Paulus. L'autre, c'est P. Scipion, la famille Scipion, évidemment. Petit-fils par adoption de Scipion l'Africain. La morale romaine s'applique notamment quand les Romains vont avoir des vont être vainqueurs sur le terrain de la guerre. C'est pas quand les Romains perdent qu'il faut flatter leur ego, c'est quand ils gagnent. Quand tu te soumets en tant que perdant, le vainqueur romain va te traiter de manière modérée. Donc le vainqueur romain agit par preuve de modération. Dans le cas de Philippe, la morale romaine demande de rabaisser la puissance macédonienne de Philippe sans la détruire. Donc évidemment, la morale romaine
ressemble un petit peu à la politique impérialiste romaine. C'est difficile de séparer les deux. Pourquoi on veut garder la puissance macédonienne un peu intacte? On a un peu peur d'Antiochos en Syrie, qui pourrait quitter la Syrie pour venir envahir l'Europe. Et on a aussi peur des barbares qui pourraient envahir la Grèce. Et donc la Macédoine est un bouclier pour les Grecs. Devant la paix négociée par Philippe qui accepte de se retirer des possessions, de la plupart des possessions grecques, il réussit à en garder quelques-unes. La confédération des Aétoliens, qui étaient les alliés des Romains, vous avez fait une association de brigandage. Donc les Aétoliens sont mécontents des conditions de Philippe. On a donc une armistice et qui est négociée, une ambassade qui est envoyée à Rome pour ratifier le traité de paix entre Philippe et les Romains. En Asie, en 197, Antiochos réussit à reconquérir la Syrie et il décide de partir vers l'Europe, comme les Romains l'avaient vu venir. Ce qui inquiète les Rhodiens, qui sont les premiers sur son chemin. En Italie, en 196, le Sénat et le peuple ratifient la paix de Philippe avec les Romains. Une commission de 10 sénateurs est chargée d'être envoyée en Grèce pour implanter les ratifications, les clauses de ce traité de paix-là. Donc, encore une fois, le processus de construction impériale se fait à travers les actions. Et là, on a le Sénat qui avalise la paix. On envoie des commissaires pour dire « Ah, c'est comme ça que ça va s'implanter, cette paix-là. » On a dit c'était ça les clauses. Là, nous, on est en charge de mettre en place ces clauses-là. En Grèce, en 197-196, on a donc les commissaires, les consuls qui vont rétablir la paix en Grèce, ramener ceux qui s'étaient rangés du côté de Philippe, du côté des Romains, notamment les Béotiens, qui étaient des partisans de Philippe, des nationalistes grecs. Grecs, comme je vous ai dit tantôt, certains prenaient les Macédoniens pour des Grecs et d'autres non. Mais dans ce cas-ci, la guerre de Philippe, les premiers nationalistes grecs se réveillaient. Et là, il y a, à la suite de ce rétablissement de la paix impériale en Grèce, on a un assassinat politique d'un démagogue qui s'appelle Brachylès. C'était donc un politicien pro-Philippe qui a donc été assassiné par un pro-romain. Et là, ce meurtre politique-là va provoquer un autre mouvement nationaliste anti-romain en Grèce. Les commissaires romains, pendant ce temps-là, vont libérer quelques villes par proclamation. Donc, c'est ça, le traité de paix. Tous les acteurs, les deux confédérations et les monarques aux alentours attendaient la réponse du Sénat. Qu'est-ce qu'on va faire avec la liste de villes que Philippe avait rendues aux Romains? Et donc, le Sénat des Romains ont décidé de trancher comme ils le feront de manière dans tous les conflits, couper la poire en deux. Pour faire chier tout le monde. Et pour s'assurer l'hégémonie romaine sur les affaires politiques régionales. C'est très brillant. Diviser pour mieux régner. C'est ça la politique impériale romaine. Dans ce cas-ci, on va libérer les villes qui étaient sous possession de Philippe et qui ont été redonnées aux Romains. On va les libérer donc. On va les libérer par proclamation. Faites ce que vous voulez. C'est intéressant. Ça, c'est donc le premier essai. Les Romains vont modifier souvent la politique parce que ça marche pas. Ça marchera juste pas. Peu importe ce qu'ils vont faire, ça marchera pas. Vous allez voir. Asie, on est en Asie.
En 196, Asie. On a une conférence entre Antiochos et Rome. Première conférence de paix. Antiochos utilise ça pour temporiser, pour construire sa puissance. En Égypte, à la même époque, on a les Aétoliens, les Grecs aétoliens qui se sont réfugiés en Égypte durant les précédentes guerres, qui vont être expulsés du gouvernement de Ptolémée parce que ils vont faire la même chose qu'ils faisaient en Grèce, c'est-à-dire profiter de leur poste. Très intéressant de voir ce genre d'événement-là qui se répète à chaque génération. Je vous l'ai dit, hein, pas pour rien que j'ai parlé de traîtres. Les exilés, c'est souvent des traîtres. C'est pas toutes des traîtres, mais c'est souvent des traîtres. Et à chaque fois que les exilés prennent de l'impérium, ils deviennent puissants. En général, c'est au défaveur des États et des empires où ils ont réussi à prendre position. Livre 19, on n'a pas de fragments. 196 à 192. Il se passe beaucoup de choses. On a les campagnes romaines en Gaule, en Grèce pour ramener la paix. Antiochos qui fait une alliance et un mariage avec Ptolémée V. Ptolémée V qui va épouser la fille d'Antiochos qui s'appelle Cléopâtre. En 195, on a le comeback d'Hannibal qui commence à s'affirmer. Donc, le comeback d'Hannibal à cause de sa fuite de Carthage. Donc, politiquement, Hannibal est persécuté et il doit fuir la ville. Et là, donc, il s'en va se réfugier chez Antiochos. Antiochos se fait d'autres amis chez les Grecs éléens et les Grecs béotiens. Et aussi après l'assassinat de Nabis et la reprise du pouvoir de la Confédération par Philippe Aimène, on a donc adhésion de Lacédémonie aux Aétoliens. Et tout ce beau monde-là va faire front commun avec Antiochos qui va faire un débarquement en Europe. Évidemment, Antiochos pensait que Philippe allait participer aussi à cette alliance contre Rome. Mais le gros défaut donc de tous ces acteurs-là en Macédoine, en Grèce, en Égypte, qui vont vouloir faire front commun contre les Romains, c'est qu'ils sont incapables de faire front commun en même temps. En ce cas-ci, on a les Éléens, les Béotiens, Antiochos et les Aétoliens, sauf qu'ils vont être incapables de tout masser leurs armées en même temps, puis ils vont pas être capables d'aller chercher le soutien de Philippe. Donc on a une autre guerre d'indépendance, une autre révolte du peuple grec nationaliste en 193, à travers ce front raté d'Antiochos, une nouvelle guerre d'indépendance contre le protectorat de Rome. Livre 20, en Grèce, 192-191, on a donc l'alliance anti-romaine qui s'organise diplomatiquement, les Aétoliens, les Antiochos, les Éléens, les Béotiens. Digression de Polybe sur l'histoire des mauvais choix des Béotiens que Polybe décrit comme des dégénérés et un peuple décadent qui a mérité les désastres qu'ils ont vécus, un peu comme les baby boomers du 21e siècle, page 1005. Les choses allaient maintenant si mal dans la Confédération béotienne que pendant près de 25 ans, aucun arrêt de justice n'y fut rendu, soit pour trancher des litiges privés, soit pour sanctionner les crimes publics. Car il se trouvait toujours des magistrats
pour arrêter la procédure engagée en décrétant ou bien un envoi de troupes pour tenir garnison quelque part, soit pour la mobilisation en vue de manœuvres communes. Certains stratèges allaient jusqu'à puiser dans le trésor public pour faire des distributions d'argent aux indigents. Les gens du peuple apprirent ainsi à soutenir et à élever aux magistratures des hommes grâce auxquels leurs délits resteraient impunis et leurs dettes impayées, et qui leur feraient verser régulièrement des gratifications prélevées sur les fonds publics par des autorités complaisantes. Opheltas, en particulier, ne cessait de concevoir de nouvelles mesures qui, si elles paraissaient sur le moment propres à soulager les gens du peuple, devaient indiscutablement causer par la suite la ruine de tous. À tout cela vint s'ajouter encore un autre mode dont les effets furent loin d'être heureux. Les gens qui n'avaient pas d'enfants, au lieu de laisser en mourant leurs biens à leurs agnats, comme cela s'était toujours fait chez eux, se mirent à les dépenser en festins et en beuveries, associant leurs amis à cette dilapidation. Eh bien, souvent ceux-là même qui avaient une descendance réservaient la plus grande partie de leur fortune pour organiser des banquets, si bien que beaucoup de Béotiens se voyaient conviés en un mois à plus de dîners qu'il n'y avait de jours dans ce mois. Donc, à chaque fois qu'il y a des peuples décadents, il se passe la même chose. Intéressant comme réflexion de Polybe. Donc, cette décadence des Béotiens, qui, en même temps que dilapider leurs fonds publics et à s'associer à des politiques étrangères ridicules, essayer de faire la guerre à l'Empire romain, on a donc un des peuples faisant partie à la Confédération béotienne, les Mégariens, qui vont être poussés à la révolte et ils vont réadhérer à la Confédération achaïenne. Antiochos est défait par les Romains en Europe. Les Aétoliens se retrouvent tout seuls. Donc les anciens alliés romains qui ont fait front commun nationaliste se retrouvent tout seuls contre les Romains. Et ils acceptent de se rendre à la bonne foi des Romains. Sauf qu'ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire se rendre à discrétion. Se rendre à discrétion à la bonne foi des Romains, ça veut dire que tu laisses le Sénat et le consul choisir qu'est-ce qu'il va faire de ton armée, tes citoyens, tes propriétés, ton peuple, tes institutions, tes villes, toutes. Les Grecs n'avaient pas compris ça. Les Italiens n'avaient pas compris ça. Donc, ça fait un petit malentendu diplomatique. Et là, les Grecs, ils disent « Wow, faut qu'on ratifie ça dans nos assemblées. On est des démocraties. » Et donc, c'est la fin du segment gratuit aujourd'hui, chers abonnés. Très important de continuer à cliquer sur like, venir m'aider à poursuivre mon travail. Venez vous abonner sur ma chaîne yanrojdi.com, sur mon Substack yanrojdi.substack.com. Vous pouvez aussi venir sur YouTube, la Révolution culturelle avec Yann Rojdi. Vous voyez ici sur ma chaîne, vous pouvez évidemment vous abonner pour avoir accès, pour avoir accès à la section abonnés, tous les segments payants, tous les podcasts valeur ajoutée. Vous pouvez avoir tous les liens dans la description du vidéo, en bas de l'écran. Sans vous, je peux pas continuer ce travail-là. C'est juste impossible. C'est impossible parce que j'avais de la misère à vivre là, depuis un bout. Là. Puis là, avec l'inflation, je peux même plus sortir de chez nous. Il va falloir que je fasse la plupart de mes épiceries en ligne prochainement. Donc, cher Patricien, j'ai besoin de vous. J'ai besoin, si vous avez 5, 10, 15$, ça pourrait faire toute la différence à chaque semaine.
Donc, merci à vous tous. Livre 21.